vois, il y a un truc que j'arrive pas à m'expliquer, c'est que quand j'ai le coude en arrière, c'est super facile de faire des curls biceps aux haltères. Par contre, dès que je commence à avancer un petit peu les coudes, à bien les plaquer sur le côté du corps, bah, je trouve ça de suite beaucoup plus difficile. Et surtout, tu vois, dans cette position-là, quand tu as le coude à peu près à 90 degrés. Ça s'explique comment ça en fait? En fait, ça c'est tout simplement dû à ton bras de levier. En fait, la distance que tu vas avoir le coude en arrière par rapport à D'accord. ton articulation, c'est que tu vas réduire ton bras de levier. Donc, du coup, ça te paraîtra plus facile dans Ok. cette position-là que si tu as le coude bien en avant, où tu vas vraiment faire ton mouvement D'accord, ok. avec un bras de levier beaucoup plus grand. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, comme tu l'auras compris, on va parler de bras de levier et de mécanique de mouvement. Comprendre ça va nous permettre de mieux cibler ces exercices et comprendre pourquoi à certains angles musculaires on force plus qu'à d'autres. Donc installe-toi, on est parti pour détailler tout ça ensemble dans cette vidéo. Pour comprendre simplement les bras de levier, il va falloir déjà dans un premier temps repérer les points pivots qui sont les points mobiles au niveau des articulations. Dans un second temps, il va y avoir la ligne d'action qui est la gravité qui attire le poids en ligne droite vers le sol. Et ensuite, le bras de levier, tout simplement, ça va être la distance entre le point pivot et cette ligne d'action. C'est donc la ligne verte qu'on appelle le bras de levier. Une deuxième chose importante à considérer en biomécanique du mouvement, c'est que toutes les articulations sont des axes de rotation. Et ça, tout simplement, ça va créer un mouvement circulaire. Donc ce mouvement circulaire autour de cet axe de rotation va tout simplement faire varier la longueur des bras de levier. Donc comme on peut voir à 90 degrés, le bras de levier est un petit peu plus grand que lorsque le bras est en position soit étiré ou soit contracté. Donc le bras de levier va être un petit peu plus raccourci à cette position-là. Donc là, comme on peut remarquer, en fonction de la position angulaire de notre coude, on va avoir en fait un bras de levier qui va être plus ou moins important, donc plus ou moins grand. Donc comme on peut voir à 90 degrés, le bras de levier est assez grand. Et lorsque l'on a le bras qui s'étend ou qui se raccourcit, donc lorsque le muscle s'étire ou se raccourcit, par exemple à 140 degrés, on va avoir un bras de levier qui est beaucoup plus petit. Donc ça, tout simplement, ça va faire varier la charge au niveau de notre entraînement. Du fait que les mouvements soient tout simplement circulaires, ça va créer un effet torque ou un effet coupe plus ou moins important en fonction de la distance du bras de levier. Donc on va prendre l'exemple pour une haltère de 4 kg, on a un bras de levier de 30 cm. Pour calculer le couple exercé sur le biceps, on va faire 39,2 N x 0,3 m, ça nous donne 11,76 Nm. On reprend notre exemple avec notre haltère de 4 kg, mais avec un bras de levier de 15 cm cette fois, et comme on peut voir, on se retrouve avec 5,88 Nm. Donc on a beaucoup moins de force exercée sur l'articulation à cet endroit-là. Donc ça veut dire tout simplement qu'en fonction de la position angulaire dans laquelle notre bras se trouve, le ressenti sera en fait tout simplement plus ou moins important en fonction de l'angulation de notre coude. Donc c'est ça qui explique qu'en fonction de l'angle articulaire plus ou moins ouvert ou fermé, et en fonction de la distance du bras de levier, on va avoir une force qui va être plus ou moins importante, malgré que l'on ait une charge identique tout au long du mouvement. Donc là pour mon exemple du curl biceps, on va pas beaucoup forcer en bas du mouvement dû au bras de levier, on va forcer un peu plus au milieu du mouvement à 90 degrés car le bras de levier est beaucoup plus grand, et on va très peu forcer en haut du mouvement car le bras de levier est très petit. Donc là tu as bien compris qu'en fonction de ta position articulaire, ça va faire tout simplement varier ton bras de levier. Ce qui fait tout simplement que le ressenti au niveau de la charge sera plus ou moins important en fonction de la position dans laquelle ton articulation se trouve. Donc il y a une deuxième chose qu'il faut qu'on voie maintenant, ce sont les courbes de résistance. Chaque exercice va produire une courbe de résistance bien particulière et je vais t'expliquer ça tout de suite. Donc pour illustrer mon exemple, j'ai utilisé le mouvement de la flexion du bras et je vais te montrer en fait qu'avec 3 courbes de résistance, on va forcer à 3 moments bien précis du mouvement. C'est-à-dire que lorsqu'on va faire une flexion de bras, on va pouvoir forcer soit au début du mouvement, soit à la fin du mouvement, soit au milieu du mouvement, et pourtant ça reste une flexion de bras toute simple, lorsque le coude se fléchit. Donc je vais te montrer ça, je vais t'illustrer ça, et je vais déjà dans un premier temps t'expliquer c'est quoi les courbes de résistance. Donc pour le premier exercice, je vais utiliser un curl biceps aux haltères. Donc comme on peut voir en position étirée, la résistance imposée au biceps est très faible. En position à 90 degrés, comme on peut voir, c'est là que la résistance est le plus importante. Et en position contractée, la résistance est quasiment faible aussi. Donc en fait, on voit que ça va décrire tout simplement une courbe parabolique. Donc ça forme une courbe en forme de cercle. Donc pour le deuxième exercice de flexion de bras, je vais utiliser un curl biceps à la poulie. Donc comme tu peux voir, en fait, le bras de levier va être le plus important lorsque le coude se fléchit, donc lorsque le bras revient, la main revient proche de la tête. Donc tout simplement, en fait, le bras de levier va être plus important en position contractée que lorsque le bras est en position étirée. Donc pour la courbe de résistance ascendante, le bras en position étirée va avoir une résistance imposée qui est plutôt assez faible. Ça c'est dû au petit bras de levier. Et au fur et à mesure on va contracter le bras, donc au fur et à mesure on va fléchir le bras, la résistance va augmenter tout simplement au niveau de notre biceps. Donc c'est-à-dire que le bras de levier va augmenter, et donc la résistance va également augmenter. Donc ça c'est la courbe ascendante.
Donc pour le troisième exercice, j'ai utilisé une sorte de biceps concentrique sur un banc. Donc en fait, on va se rendre compte que le bras de levier est plutôt très grand en position étirée et va être beaucoup plus court en position contractée. Donc ça va nous permettre simplement d'expliquer la troisième courbe de résistance qui est la courbe descendante. Donc sur la courbe descendante, la résistance imposée va être la plus importante en position étirée au niveau du biceps, et au fur et à mesure où on va contracter le biceps, la résistance est de moins en moins importante. Donc c'est ce qui forme la courbe tout simplement descendante. Donc comme j'expliquais au début de cette introduction, on va se retrouver en fait avec une flexion de bras qui va nous faire forcer en fonction des exercices à des positions bien différentes. Donc c'est là que tu comprends qu'analyser tes bras de levier en fonction de tes exercices et tes courbes de résistance va être indispensable pour faire forcer ton muscle sur toute son amplitude articulaire. Donc jusqu'à maintenant dans cette vidéo, on a défini c'était quoi une courbe de résistance par rapport à un exercice. On a défini c'était quoi un bras de levier, donc on sait maintenant comment fonctionnent les bras de levier. Donc on repère le point pivot, on repère la ligne d'action, et c'est la distance tout simplement entre ces deux points. La courbe de résistance, c'est par rapport à un exercice, c'est-à-dire à quel moment mon exercice me fait le plus forcer. Ça va former trois courbes, courbe parabolique, ascendante ou descendante. Et là maintenant on va voir la courbe de force par rapport aux muscles. Donc comme on a pu voir les courbes de résistance et à quel moment du mouvement mon exercice est le plus difficile, et la courbe de force musculaire, c'est tout simplement à quel moment le muscle est le plus fort ou le plus faible. Donc c'est ça que je vais t'expliquer tout de suite. Donc tes muscles sont tout simplement composés de fibres musculaires, et lorsque l'on va zoomer un petit peu plus sur cette fibre musculaire, il va y avoir deux protéines contractiles qui sont donc l'actine et la myosine. Donc les filaments fins d'actine en bleu et les filaments épais de myosine forment ensemble le sarcomère. Tous les sarcomères sont en série comme les wagons d'un train. Donc ces sarcomères sont en série pour une raison mécanique simple, c'est que ça va permettre à la fibre de se contracter sur une plus grande distance. Lorsque le muscle se contracte, tout simplement les sarcomères vont se rapprocher du centre, et tous les sarcomères en série vont se raccourcir, ce qui fait que la fibre musculaire va tout simplement se contracter et se raccourcir. Donc les têtes de myosine vont tout simplement venir se fixer sur l'actine grâce à la liaison chimique, et en tirant de toute leur force, elles vont tout simplement raccourcir le sarcomère. Lorsque la fibre musculaire est étirée à son maximum, il y a très peu de liaison chimique entre l'actine et la myosine, ce qui fait qu'il y a très peu de ponts d'union entre ces deux protéines contractiles. Donc le muscle a beaucoup moins de puissance et de force à ce moment-là. Lorsque la fibre musculaire et le muscle se retrouvent dans leur position optimale, c'est-à-dire ni trop étirée et ni trop raccourcie, il va y avoir un maximum de liaison chimique entre l'actine et la myosine, ce qui fait que le muscle peut générer beaucoup plus de force dans une position angulaire bien précise. Et pour terminer, lorsque le muscle est en position raccourcie ou contractée au maximum, il y a très peu de place pour former des ponts d'union. Le glissement a été total au niveau du sarcomère, ce qui fait qu'il n'y a plus de place pour créer des liaisons chimiques entre l'actine et la myosine. Donc le muscle va tout simplement perdre en force en position trop contractée. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque ton muscle est en position étirée, il y a très peu de contact entre l'actine et la myosine, donc très peu de ponts d'union formés entre l'actine et la myosine, ce qui fait que le muscle n'est pas forcément au maximum de sa force. Le deuxième point, c'est que lorsque le muscle est en position contractée, il y a un chevauchement énorme entre l'actine et la myosine, donc il n'y a plus la place de créer suffisamment de ponts d'union entre l'actine et la myosine, donc le muscle perd également en force. Donc ce qui veut dire que notre muscle a une position optimale pour générer un maximum de force, car il y a un maximum de ponts d'union formés entre l'actine et la myosine à ce moment-là, ce qui fait que le muscle peut générer beaucoup plus de force. Pour résumer simplement, ton muscle va se retrouver en position contractée, étirée ou en position neutre. Ça va former tout simplement une courbe qui va nous dire que le muscle est plus fort à un certain moment de la contraction musculaire. Donc ce phénomène s'appelle tout simplement la relation tension-longueur, c'est-à-dire qu'à une certaine longueur, ton muscle peut produire une force optimale en position ni trop étirée ni trop raccourcie. L'actine et la myosine s'emboîtent parfaitement. Le résultat donne que les ponts d'actine peuvent former une tension maximale. C'est donc à cet endroit précis que ton muscle génère le plus de force. Là où je voulais en venir avec tout ça, c'est de te faire comprendre, par exemple, lors de ton curl biceps, que tu as des zones un petit peu molles, on va dire, où la force n'est pas forcément optimale sur ton biceps. C'est-à-dire que lorsque tu es en bas du mouvement avec une haltère, tu as très peu de résistance mécanique sur le bras. Le fait que la résistance soit circulaire, tu vas forcément avoir ton bras de levier qui va se moduler. Et tout ça, ça va te permettre de comprendre en fait que ton muscle force à un endroit bien précis de l'exercice. Quand tu es sur un curl biceps aux haltères, là où on force le plus, c'est quand le coude est à 90 degrés. C'est qu'il faut qu'on trouve des exercices en position contractée et également des exercices en position étirée pour que le muscle force sur toute son amplitude. Donc tu n'as pas un exercice qui sera valable, mais tu en auras bien plusieurs.
Ok, donc pour moi, cette vidéo, ça va être la fondation de toutes mes prochaines vidéos que je vais te faire, où je vais te proposer tout simplement de découvrir avec moi quels sont les meilleurs exercices pour les biceps, triceps, pectoraux, etc. etc. Je ne peux pas te dire aujourd'hui, bêtement, fais cet exercice parce que c'est le meilleur. Moi, pour moi, c'est important de t'expliquer pourquoi cet exercice sera le meilleur, en fonction des courbes de force, des courbes de résistance, de ta position dans l'espace. Donc il va y avoir tous ces paramètres à considérer pour choisir si un exercice est bien ou pas en musculation, et ça me permet vraiment de faire la base de tout ça, et de te proposer ensuite une série de vidéos qui vont dire ben, cet exercice-là est bien pour ce groupe musculaire-là. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à laisser un petit commentaire, t'abonner à ma chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire si tu souhaites que je réponde plus en détail à certaines questions, donc là je peux pas tout t'expliquer dans une vidéo, il y a encore d'autres paramètres qu'on pourrait voir. L'idée c'est quand même de vous simplifier les choses au maximum, et de vous faire un contenu plutôt assez sympa et compréhensible. Il me reste plus qu'à te souhaiter une bonne fin de journée, à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!